BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Margot Haddad. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Hebdocom. La plateforme Pinterest cartonne et dévoile de nouvelles fonctionnalités. Le but, devenir un acteur clé du commerce en ligne. On sera avec Adrien Boyer, Country Manager France, Europe du Sud de Pinterest. Il sera en plateau avec nous pour nous dévoiler cette nouvelle stratégie. Et puis, on se rendra à Rotterdam pour le Grand Prix de la communication extérieure. Notre journaliste Rebecca Blanc-Lelouch y était et elle nous racontera les coulisses de ce Grand Prix du secteur. Et puis, pour le décryptage, on parlera justement de la récompense suprême de ce Grand Prix. Elle a été décernée à la campagne de Marcel pour Orelsan, le documentaire d'Orelsan sur Prime Video. On sera avec l'homme qui a imaginé cette campagne, Jérémy Bottiot de l'agence Marcel. Voilà le programme, c'est parti. Hebdocom sur BFM Business. Et je retrouve seulement Éric Jaoui aujourd'hui parce que Frédéric n'est pas là. Bonjour Éric. Bonjour Margot. Alors on va accueillir Pinterest aujourd'hui, une superbe plateforme. C'est parti pour le Focuscom ? Super, allons-y. Allons-y. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Et en plateau, nous avons Adrien Boyer, Country Manager France et Europe du Sud de Pinterest, et Mademoiselle Iman, qui est une créatrice de contenu. 13 000 abonnés, c'est ça, si j'ai bien vu sur la plateforme. Alors Pinterest, pour le rappeler à nos téléspectateurs, c'est un moteur de découverte visuelle qui a été créé en 2010 aux États-Unis par Paul Sciarra, Evan Sharp et Ben Silberman, c'est bien ça. Sa vocation est d'apporter à chacun l'inspiration dont il a besoin pour créer la vie qui lui plaît. Alors ça, c'est la définition. Est-ce qu'on pourrait rajouter quelque chose, Adrien Boyer, à cette définition claire de Pinterest ? Oui, absolument. En fait, tous les jours, vous avez des millions d'utilisateurs qui vont sur Pinterest en amorçage de projets. Ça peut être des projets du quotidien, vous cherchez des idées de recettes de cuisine ou comment réaménager votre appartement. Ça peut être des projets saisonniers, par exemple comment préparer back to school, les fêtes de Noël, ou ça peut être des projets de vie, préparer un mariage, l'arrivée d'un enfant ou un grand déménagement. Et donc lorsque vous venez sur Pinterest, vous venez effectivement émettre des requêtes qui sont assez ouvertes. Par exemple, vous cherchez des inspirations de salons scandinaves, et puis vous allez rentrer dans une expérience de découverte visuelle qui vous fait passer de scènes à des produits que vous pouvez ensuite acheter pour concrétiser cette idée. Alors, votre objectif cette année, c'est de devenir un acteur clé du commerce en ligne. Pourquoi cette initiative, Adrien ? Alors, le commerce a toujours fait partie de Pinterest. On a 89% de notre audience qui vient sur Pinterest en amont d'un acte d'achat. La première phase de développement du produit, elle était vraiment portée sur créer une expérience de découverte différentes, distinctes des autres plateformes qui reposaient sur votre goût. Et en fait, il y a toujours eu cette envie ensuite de pouvoir acheter les produits qu'on découvre sur Pinterest. Et donc, on a fait tout un ensemble de lancements de produits pour pouvoir faciliter ce passage de l'inspiration à l'acte d'achat. Et c'est quoi ces fonctionnalités qui vont permettre aux marques de pouvoir monétiser leur contenu, etc. Alors, on a lancé, par exemple, le programme de marchand vérifié pour avoir un certificat d'authenticité. On a facilité, par exemple, l'ingestion du catalogue produit des distributeurs. Donc, on peut automatiquement ingérer des millions de produits qu'on va transformer en épingles produits dynamiques. On a enrichi ces épingles produits dynamiques pour donner la disponibilité en stock, un prix dynamique, des informations sur la logistique, ainsi de suite. Et puis la capacité, parce que c'est notre vision, de vous permettre d'acheter tous les produits que vous voyez. Donc aujourd'hui, vous pouvez par exemple acheter des produits sur des résultats de recherche ou lorsque vous utilisez par exemple la caméra lens, vous prenez une photo par exemple d'un sac comme ça, vous allez avoir des épingles que vous aimez bien, vous allez avoir des résultats de produits par exemple que vous pourrez acheter directement. Le même ou similaire, c'est ça ? Le même ou similaire, exactement. Iman, pourquoi choisir Pinterest comme réseau ? Pinterest, déjà à la base, moi, c'était ma source numéro 1 d'inspiration. Je crée du contenu mode et lifestyle. Et effectivement, c'était un peu mon go-to pour chercher de l'inspiration mode. Et après, lorsque les épingles guidées, donc c'est l'option qui a été récemment proposée par Pinterest, s'est lancée, je me suis dit, je m'inspire sur cette plateforme à mon tour d'inspirer les autres. Donc j'ai saisi l'opportunité des épingles guidées pour pouvoir proposer mon contenu et inspirer les autres. Éric ? C'est-à-dire que quand on est, est-ce qu'on peut se dire influenceur aujourd'hui sur Pinterest ?
Parce que je sais que Pinterest n'est pas vraiment un réseau social, donc comment est-ce qu'on se définit? Oui, j'aime pas trop le mot influenceur. Je pense qu'on inspire plutôt sur Pinterest. On est là pour donner des idées, de l'inspiration. Un utilisateur de Pinterest vient sur la plateforme avec une idée bien précise. Il recherche, par exemple, pour les amateurs de déco, ils viennent avec une idée de déco. Donc ils ont déjà quand même un goût affirmé, donc ils viennent pour s'inspirer. Donc je dirais plus plateforme inspirationnelle. Moi, je me définis pas comme influenceur sur Pinterest. Et justement, il y a de plus en plus d'hommes sur Pinterest. Comment est-ce que vous l'expliquez? Je crois que c'est en vrai montée, je crois plus de 40% ou un truc comme ça. Oui, exactement. Alors, historiquement, on était plus orienté femmes, on l'est toujours un peu. C'est effectivement 70% féminin, 30% masculin. Et ce qu'on voit, c'est que la croissance est tirée effectivement par les hommes et aussi bien la génération Z et les millennials. Alors, ça peut être d'une part par des projets conjoints. Il y a beaucoup de projets, je parlais de mariage, on parlait de déménagement, de réaménagement, et on voit que finalement, ce sont des couples, par exemple, qui se lancent. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui viennent sur la plateforme, et donc de plus en plus de contenu qui va plaire aux hommes, que ce soit dans la mode, que ce soit dans les voyages, que ce soit dans la beauté également, que ce soit dans le sport, et donc plus en plus d'audience masculine sur la plateforme. Et justement, c'est quoi les catégories qui cartonnent le plus sur la plateforme? Alors les catégories les plus endémiques, vous avez tout ce qui touche à la cuisine et à la boisson, vous avez la mode, vous avez la beauté, vous avez le voyage, vous avez la déco par exemple, et puis après il y a des catégories qui sont non endémiques, donc qui n'auront pas forcément, où les marques n'ont pas forcément une opportunité de contenu organique, mais qui peuvent exploiter le média pour leurs bénéfices, comme les services financiers, l'automobile, puisque nous avons des signaux d'intention sur la plateforme qui sont particulièrement précieux pour ces marques. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent préparer un déménagement, c'est un moment clé pour prendre une police d'assurance. Et donc un assureur, par exemple, va vouloir par exemple cibler cette audience grâce aux médias sur Pinterest. Iman, c'est quoi les marques avec lesquelles vous collaborez déjà? Est-ce que vous collaborez avec des marques comme n'importe quel influenceur d'un autre réseau social, même si Pinterest n'est pas un réseau? Pour le moment, je ne collabore pas avec des marques sur le réseau Pinterest. C'est vraiment quelque chose qui est en cours. J'ai hâte justement de collaborer avec les marques parce que la communauté est extrêmement engagée. J'ai par exemple 13 000 abonnés, mais j'ai une portée, une visibilité qui touche 2 millions de personnes par mois. Qui justement votre communauté? C'est ça qui est très intéressant. Et ben, c'est une communauté qui est assez variée. À ma grande surprise, moi je pensais que c'était une communauté de millénials, mais en fait c'est plutôt la génération. Il y a aussi la génération Z qui est très engagée, qui commente énormément mes épingles idées. Et moi je pensais vraiment que ce serait une communauté beaucoup plus âgée, donc j'ai été surprise de voir qu'en fait il y avait tous les âges sur des trentenaires plus ou moins. Oui, il y a aussi des trentenaires, mais il y a aussi des plus jeunes, donc il y a de tout sur Pinterest. Après j'ai pas les chiffres exacts. Peut-être que Adrien aura peut-être plus les chiffres que moi. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que l'audience historique, à chaque fois qu'on rentre dans un nouveau marché, effectivement plus féminine et plus 35 ans plus, et puis plus la plateforme croît en popularité en fait dans un marché, elle épouse la distribution de la population selon l'INSEE, par exemple en France. Moi, je vois par exemple sur mes clients sur Zion C, ce mois-ci, les clients ont eu plus de ROAS, retour sur investissement, sur Pinterest que sur Instagram. Est-ce que vous ressentez, c'est fou, c'est-à-dire que c'est vraiment le premier mois où on voit la différence. Est-ce que vous ressentez le budget publicitaire qui a augmenté chez vous? Oui, absolument. C'est une plateforme qui est très performante. Pourquoi? Parce que vous avez d'une part des individus qui viennent en phase de considération active de projet. Donc il y a une intention commerciale qui est très forte. On a également vu, en fait, à travers de nombreuses études, que l'audience de Pinterest dépense plus en panier moyen et en dépenses générales par rapport à des utilisateurs d'autres plateformes. Donc si vous êtes une marque et vous êtes capable de toucher ces individus en phase de considération active, de les inspirer, ensuite nos formats, nos algorithmes de machine learning et de découverte visuelle vous permettent de les accompagner de cette phase d'inspiration jusqu'à l'acte d'achat dans un funnel très restreint et sans friction. Et du coup, on voit effectivement des retours sur dépenses publicitaires très intéressants. On en voit avec Carrefour, par exemple, qui a réinventé son catalogue et arrive à inspirer effectivement par Pinterest qui, pour chaque euro investi, obtient 2,7 € de retour. On est sur un momentum. Voilà, si vous nous écoutez, je conseille aux marques d'investir sur Pinterest encore pendant 2 ou 3 mois avant que ça change la donne, mais c'est maintenant en tout cas. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment un format vidéo qui se démocratisait sur la plateforme. J'en ai vu sur votre compte également, Iman. C'est quoi le poids de la vidéo sur Pinterest? Alors, c'est un format roi en ce moment et qui accélère. Donc, j'ai pas de chiffres précisément sur le nombre de vidéos disponibles, mais c'est extrêmement conséquent. Je pense que comme Iman le disait, ça permet par exemple aux marques et aux créateurs de contenu de pouvoir inspirer de manière beaucoup plus didactique. Donc les épingles idées, par exemple, vous permettent de créer des expériences immersives, step by step, pour expliquer à quelqu'un comment faire une recette, comment faire un look de beauté, comment réaménager son intérieur, et donc suscite beaucoup d'engouement, d'engagement et de conversion. Et autre chose
qui suscite un énorme engouement, c'est l'univers métavers. C'est quoi votre positionnement par rapport à ça? J'ai vu qu'il y avait eu une campagne Ikea, par exemple, où on pouvait décorer son salon en réalité virtuelle. Est-ce que c'est quelque chose vers quoi vous voulez aller? Oui, voilà. Donc le métavers, c'est effectivement une prochaine frontière qui est très intéressante et on est très émergent là-dedans. Nous, notre préoccupation, c'est plus encore de créer des expériences d'inspiration et d'achat les plus simples possibles, de faire du shopping inspiré. Et donc, je dirais qu'en termes de technologie innovante, on mise beaucoup sur la réalité augmentée. Par exemple, vous pouvez effectivement aujourd'hui, dans la beauté, très facilement, grâce à Pinterest, voir quelle peut être la représentation d'un maquillage ou d'un rouge à lèvres sur vous, ou voir comment est-ce qu'un meuble pourrait participer quelque part à votre intérieur. Donc effectivement, on est sur ce type de développement, mais pas sur le métaverse, encore NFT ou autre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été en plateau avec nous. C'était très enrichissant. Et tout de suite, on passe à la chronique TechCom de Julien Casqui. BFM Business, Hebdocom, TechCom. Bonjour Julien. Bonjour Margot. Alors le marché du jeu vidéo a atteint un nouveau record en 2021. Cet engouement n'a pas échappé aux marques, bien entendu, qui s'associent de plus en plus avec les grands acteurs du secteur. Racontez-nous Julien. Jusqu'où ira le marché du jeu vidéo en France ? Il a généré 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en augmentation de 1,6%. Les Français n'ont jamais autant joué, du fait notamment de la crise sanitaire et des confinements. La France compte plus de 30 millions de joueurs et plus de 3 milliards de joueurs ont été comptabilisés dans le monde. Le réseau social Twitch, qui permet de suivre et de commenter les parties des autres, a aussi amplifié cet engouement pour le jeu vidéo. 5 millions de Français se connectent au moins une fois par mois sur la plateforme selon Médiamétrie. Et comment les marques se sont positionnées sur ce marché, Julien ? Eh bien, tout d'abord par du placement de produits traditionnels. Prenez le jeu Fortnite par exemple, véritable phénomène de société. Dans Fortnite, vous pouvez habiller votre avatar de chaussures, de sweatshirts, de pantalons, à l'effigie de marques comme Balenciaga ou Adidas. Pareil pour LVMH ou plus récemment Red Bull qui s'est associé à Ubisoft dans le jeu de sport Extreme Steep. Il y a aussi le placement de produits par les influenceurs évidemment, avec Squeezie ou Cyprien, issus tous les deux du monde des jeux vidéo et qui génèrent plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux. Enfin, les marques peuvent aussi sponsoriser des événements. C'est le cas de CIC qui organise les eSport Business Awards, qui est une compétition de League of Legends et qui a généré près de 40 millions de vues en France l'année dernière. Et ce qui était intéressant de savoir, c'est justement ce qui suscite l'intérêt. Pourquoi les marques s'intéressent aux jeux vidéo, Julien ? Tout d'abord, elles peuvent toucher une audience planétaire. Fortnite, c'est 250 millions de joueurs dans le monde, d'autant que les gamers ont de fortes interactions entre eux, ce qui peut augmenter l'audience. Et puis surtout, grâce aux jeux vidéo, les marques peuvent rajeunir leur cible. C'est ça qu'elles viennent trouver dans les jeux vidéo. Elles ciblent les millénials et elles peuvent avoir aussi une image plus décontractée, plus fun, et aussi féminiser son audience, parce qu'on ne sait pas forcément, mais la moitié des joueurs sont en fait des joueuses. Le marché du jeu vidéo pourrait dépasser les 165 milliards d'euros dans le monde l'année prochaine, sans compter l'activité que va engendrer le métaverse. Chronique extrêmement intéressante, Julien. Et je retrouve tout de suite votre acolyte pour le JT de la com, Rebecca Blanc-Lelouch. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Bonjour Rebecca. Bonjour Margot. Alors on vous retrouve parce que le week-end dernier, vous étiez à Rotterdam pour le Grand Prix de la communication extérieure. Alors vous allez nous raconter un petit peu les coulisses. Il y a eu 2 jours de délibération pour choisir les meilleures campagnes d'affichage des 2 dernières années. Et pour tout de suite rompre le suspense, le grand gagnant du 47e Grand Prix de la communication extérieure est donc Amazon Prime Video, qui a collaboré avec l'agence Marcel pour concevoir la campagne d'affichage du documentaire sur Orelsan qui s'appelle Ne montre jamais ça à personne. Margot, vous recevrez d'ailleurs dans quelques instants Jérémy Bautieux qui a conçu cette campagne. Mais d'abord, on écoute la présidente du Grand Prix que j'ai pu interviewer, Boutaina Araki, présidente de Clear Channel. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un produit culturel. Je pense que ce qui a vraiment beaucoup intéressé le jury, de ce que j'ai entendu dans les débats, c'est vraiment le fait que cette créa
utilise le média pour ce qu'il est réellement. C'est-à-dire qu'on a utilisé des panneaux, leur emplacement et à travers, parce que vous savez que la campagne était une campagne sur des panneaux qui allaient de Caen à Paris et retracer finalement tout le cheminement de la carrière d'Orelsan, de son succès depuis sa ville natale, voilà, jusqu'à sa montée à la capitale, etc. Et donc, ce qui est intéressant, ce qui, je pense, a séduit les jurés, c'est ce côté utilisation physique presque du média qui raconte une histoire. Et Rebecca, je crois que c'était hyper serré. D'ailleurs, les délibérations ont duré des heures pour choisir entre cette campagne du documentaire d'Orelsan sur Amazon Prime et une autre campagne, celle de Camaïeu, c'est bien ça? Oui, grosse hésitation avec Camaïeu pour leur campagne à la ville qui pour le coup a tout de même gagné la mention engagement. Alors la mention engagement, c'est une nouvelle mention qui a été instaurée cette année. C'était important pour le jury de l'instaurer malgré les difficultés à vraiment la définir, mais en même temps c'est normal, c'est nouveau. Donc à ce sujet, j'ai aussi pu interviewer Mélanie Pennec de chez DDB Paris qui était la présidente du jury. On l'écoute. Le prix de l'engagement, il est né d'une volonté de mobiliser ce secteur qui est quand même assez mobilisé, pardon pour la répétition, mais sur ça, sur les engagements. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'efforts au quotidien pour faire en sorte que la pub soit plus vertueuse. Nous aussi en agence, je pense qu'on a notre responsabilité là-dedans, de dire comment est-ce qu'on ne reproduit pas en permanence des archétypes, etc., etc. Donc on s'est dit, on a envie de récompenser un annonceur ou une campagne qui ferait un vrai rôle pour ce que c'est, à savoir quelque chose d'assez simple. Je passe dans la rue, et d'un coup, j'ai une autre vision du monde ou une vision moins cliché du monde. Voilà. On l'aura compris, le but, c'est de récompenser les agences qui donnent du sens, qui donnent une raison d'être à la publicité, tout en faisant quand même attention au greenwashing, comme l'a aussi expliqué Boutaïna Araki. La communication extérieure peut être un facteur positif pour faire évoluer l'imaginaire des consommateurs, la façon dont on perçoit le monde. Et donc à ce titre-là, on s'est dit, c'est important qu'on puisse sanctionner ça, qu'on puisse reconnaître que des marques s'engagent dans ce sens-là. D'où l'idée de ce prix, de l'engagement. Et en même temps, je pense qu'on n'y est pas encore complètement, c'est-à-dire que les marques se sont peut-être pas encore complètement saisies de ça, et on sait en plus que c'est très subtil parce qu'il y a un risque de dérive assez facile. Le greenwashing, le LGBT washing ou je ne sais quoi. Une marque peut facilement emprunter des codes sans être vraiment sincère. Donc c'est pas simple de récompenser l'engagement, mais on voulait commencer là-dedans. Et Rebecca, sur un autre sujet, c'est TikTok qui devient partenaire officiel du Festival de Cannes 2022. Oui Margot, le temple de la vidéo ultra courte s'associe cette année au temple du long métrage, au temple international du long métrage. Objectif, offrir une large visibilité du Festival de Cannes auprès d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, sous un angle différent, montrer les coulisses et la montée des marches en quelques secondes. Et TikTok lance à cette occasion une compétition de vidéos courtes, donc de 30 secondes à 3 minutes. Ça s'appelle TikTok Short Films. Ça aura lieu au mois d'avril prochain. Il y aura 3 gagnants avec des prix à la clé qui seront remis au Festival de Cannes. Et d'ailleurs, juste une précision sur cette 75e édition du Festival de Cannes. Elle aura lieu du 17 au 28 mai. Et cette année, elle aura une nouvelle image parce que France Télévisions et Brut remplacent Canal+ comme média partenaire. Et Gucci fait fort et va sortir la semaine prochaine un univers virtuel avec des accessoires de mode et des personnages fictifs. Ce personnage fictif s'appelle Wagmi-san et en fait il a été imaginé par le directeur de création Alessandro Michel de Gucci. Et Wagmi-san est en fait un artisan propriétaire de sa boutique, une boutique qui s'appelle DKFT à New Tokyo. Donc tout ça c'est virtuel, c'est une boutique virtuelle, une ville virtuelle. Et dans cette boutique, Wagmi-san propose des accessoires numériques de mode, mais surtout des accessoires uniques parce qu'ils ont tous été créés qu'une seule fois. Ce nouveau NFT s'appelle Gucci Gra. Il sera dévoilé mercredi prochain sur la blockchain Ethereum. Donc pour se le procurer, c'est 1 Ethereum, ça équivaut à un peu plus de 2300 €. Ou alors il faut faire partie des membres actifs de la communauté Gucci sur Discord. Et cette semaine, Rebecca, le baromètre unifié du marché publicitaire a été présenté par l'IREP, France Pub et Kantar sur le périmètre de 5 médias. Oui, les recettes publicitaires nettes en 2021 atteignent les 16 milliards d'euros, soit plus 18 points par rapport à 2020. Et oui, entre le télé, le cinéma, la radio, la presse et les publicités extérieures et digitales, les recettes nettes
s'élève au total à plus de 7 milliards d'euros, soit plus 16 points par rapport à 2020. Les dépenses de communication, elles, ont rebondi à 31 milliards d'euros en 2021 et devraient rattraper, si tout va bien, d'ici un an leur niveau d'avant-crise. Pour Xavier Guillon, président de France Pub, c'est un tableau optimiste, mais pas sans risque si jamais le conflit en Ukraine persiste. On remarquera aussi plus dans le détail que les recettes ont des disparités importantes entre médias traditionnels et médias numériques. Mais on aura l'occasion d'en parler un peu plus longtemps, si je ne me trompe pas, Margot, dans les semaines qui viennent. Oui, on recevra bientôt Florence Doré sur ce plateau, qui est la directrice marketing de la division Kantar Média, pour parler justement de ce baromètre unifié du marché pub 2021, Rebecca. Et merci beaucoup. Merci à vous. C'était très enrichissant. Et on passe tout de suite au décryptage. BFM Business, Hebdocom, décryptage. Bonjour Jérémy Vauthiot. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de création chez Marcel Agency. On vous doit la saga Oasis, Marc Dorcel Sans les mains, Renault, Uber ou encore Granola ou Nescafé, un bon nombre de marques. Et vous dites dans une interview avoir la volonté de toujours proposer des campagnes qui battent au même rythme que le pouls de la société. Comment on fait? C'est quoi votre secret, Jérémy? Déjà, c'est de faire partie de la société elle-même. C'est d'être aussi extrêmement connecté, que ce soit à l'actualité, au global, aux chaînes également, mais aux réseaux sociaux et surtout de s'entourer de personnes qui sont aussi dans cette énergie, dans cette jeunesse. Et donc du coup, d'essayer de toujours être pertinent et toujours se remettre en question également. Eric ? Qu'est-ce qui a créé la différence, selon vous, au Grand Prix de la communication extérieure ? C'est une bonne question. Je me suis posé la question. On a eu une démarche d'aller chercher un storytelling, d'aller chercher une histoire à raconter sur l'histoire qui est racontée dans le documentaire. On a voulu éviter de finalement copier-coller ce que les gens iraient voir et de créer quelque chose justement de supplémentaire, d'annexe, et pour autant de rester dans la tonalité, l'intimité finalement de ce que nous raconte ce documentaire, et d'utiliser de façon un peu étonnante un média qui, on le sait tous, est un média qu'on appelle classique, mais au service d'un storytelling, au service d'une histoire, d'une progression et d'un cheminement de l'artiste. Donc c'est en ça que je pense que c'est dans l'originalité du traitement du média qu'on a réussi finalement, je pense, à convaincre. On parlera dans un instant de ce choix de l'affichage, mais tout d'abord j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu l'histoire que vous avez souhaité raconter, Jérémy. On a voulu tout simplement raconter ce que nous raconte le documentaire, à savoir finalement le parcours d'Aurélien Cotentin, Orelsan, justement de ses débuts à Caen. Et quand je dis de ses débuts, c'est avant même qu'il soit rappeur. Hein, c'est vraiment ses débuts, sa jeunesse, son enfance, le tout qui était filmé, vous le savez, par son propre frère. Et on a voulu raconter cette histoire-là dans cette progression de sa ville d'origine vers finalement ce qu'on peut considérer, les gens de Marseille vont me détester, mais ce qu'on peut considérer comme étant finalement la Mecque, en tout cas quand il s'agit du rap français, la Mecque qui est donc Paris, et donc qui est aussi symbole d'un succès. Quand on sait qu'aujourd'hui il remplit 5 Bercy à la suite, qui est à Paris, on voulait aussi symboliser ça, cette progression à la fois dans son cheminement personnel d'homme, mais aussi d'artiste, de ses origines à sa consécration. Et pour comprendre un peu mieux de quoi on parle et pour l'expliquer à nos téléspectateurs, on regarde tout de suite un petit bout de la bande-annonce. Si je vous disais que normalement, c'était perdu d'avance. Carton plein pour Orelsan. Basique. Numéro 1 dans le rap, c'est pas mal. Pour un mec de province. Si je vous disais que pour un mec un peu paumé, c'était impossible de remplir les plus grandes salles de France, de faire des centaines de millions de vues. Mais que moi, j'y ai cru dès le début.
si je vous disais que j'ai tout filmé et que personne n'a jamais vu mes images? Je compte filmer jusqu'à ce qu'on fasse des trucs dans le rap. Arrête de filmer. Orelsan, c'est mon grand frère. Et j'ai toujours été persuadé que lui et ses potes étaient destinés à faire de grandes choses. Ça ressemblait à quoi justement cette collaboration avec Orelsan pour cette campagne? Avant tout, c'est une collaboration avec notre client qui est donc Prime Video. Et en effet, on a eu ce syndrome du double annonceur au final. C'est-à-dire qu'on devait à la fois convaincre notre client principal, qui est donc Prime Video, au travers d'un certain nombre d'idées d'activation, notamment celle-ci. Et ensuite, on devait également donc présenter à Aurel et j'appelle Aurel, et à Aurel et son équipe, notamment Scred, etc., les idées qui donc passaient une seconde étape de validation. Et donc il y a eu beaucoup d'échanges, mais tout le monde finalement s'est trouvé hyper ouvert, hyper accueillant par rapport à ces idées-là. Et le fait de prolonger finalement cette intimité qu'on voit dans le documentaire, ça les a beaucoup plu, quoi. Eric ? Donc on a vu l'affichage qui a relié Paris-Caen, mais sur les réseaux sociaux, sur le digital, qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie? Vous avez fonctionné avec un réseau en particulier? Non, pas vraiment. En fait, notre stratégie aura été de jouer la carte de la rareté. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher un affichage national et de prendre, et ça a été tout l'enjeu avec Clear Channel, on leur a dit on ne veut que des panneaux de cette départementale très précise entre Caen et Paris, et on ne veut rien d'autre. Justement sur le digital, comment est-ce que ça s'est transformé? Justement parce qu'en fait on a joué cette phénomène de la rareté, les gens ont été en demandeurs finalement de voir cette exposition finalement à ciel ouvert, et parce qu'on n'a pas repeint toute la France, les gens sont allés au-devant de ça, et quand on a commencé à partager les premières photos, il y a eu une vraie viralité de façon très organique. Les gens ont lu et ont vu les panneaux, et ensuite beaucoup de partages après. On a réussi finalement sur le terrain en fait. Finalement le terrain a amené sur le digital, et le digital a incité des gens à aller sur le terrain, notamment sur la bâche géante qui avait été installée donc à Paris, où beaucoup de gens se sont déplacés pour prendre des photos, en effet. Merci beaucoup Jérémy Bossieux de nous avoir expliqué cette campagne qui est vraiment superbe en tous les cas. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous invite à nous regarder sur vos écrans parce que c'est beaucoup mieux. À très bientôt Eric Jaoui. Oui, la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdocom. Hebdocom sur BFM Business.